Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents si nombreux à ce webinaire intitulé « Des visages de la diaspora franco-pondichérienne ». Je suis Gomati Potin, cadre du ministère de l'Intérieur et vice-présidente de l'Association des anciens élèves du lycée français de Pondichéry, LFIP Alumni, association co-organisatrice de ce webinaire. Et comme beaucoup de franco-pondichéриens, je vis entre Paris et Pondichéry. Nous allons co-animer ce webinaire avec Harry Gauthier, que je laisse se présenter avant de reprendre le fil de mon introduction. Harry? Bonjour tout le monde. Donc, je me présente Harry Gauthier, écrivain et poète francophone d'origine indo-malgache, auteur de 3 livres et un recueil de nouvelles, un recueil de poèmes, pardon, Carnet secret de Lakshmi, Le Tinai, Nocturne Pondichéry et Négro de la Vitalité. À toi, Comédie. Merci, Harry. Tout d'abord, un grand merci au Forum France-Inde qui nous a donné l'opportunité de co-organiser cet événement et à LFIP Alumni. Je vais laisser aux 2 représentants de ces associations se présenter avant que nous passions au vif du sujet. Ranjit? Bonsoir à tous. Comme chaque mois, pardon, je suis Ranjit Singh, je suis juriste et également adjoint maire à la ville de Bobigny. Et c'est un plaisir d'être présent avec vous sur ce webinaire. Comme chaque mois, nous avons notre rendez-vous webinaire avec le collectif Les Forums France-Inde. Il s'agit de témoigner autrement la réalité indienne. Ce collectif est dynamique et vivant, d'amis de l'Inde, français et indiens. Il a vocation à éclairer le public français sur les grands thèmes divers et variés relatifs à l'Inde. Et j'espère que vous êtes bien inscrits également à la newsletter du Forum France-Inde qui nous permet de vous tenir informés sur nos actualités. Et pour revenir sur notre sujet d'aujourd'hui, sur la diaspora indienne en France, on avait observé qu'il nous manquait un pan entier de la diaspora indienne en France, à savoir celle de Pondichéry. Et je me réjouis de ce rendez-vous qui va nous permettre un peu plus de découvrir, d'avoir un peu plus de lumière sur ces parcours individuels qui nous dévoilent la diversité de Pondichéry. Donc, je vous laisse la parole. Merci, Ranjit. Pour LFIP Alumni, Sylvain? Je suis Sylvain Pakiri, vice-président également de l'Association des alumni. Merci encore au Forum France-Inde pour cette très belle initiative et merci de nous permettre de co-organiser ce webinaire. Alors, les alumni du lycée français international de Pondichéry, c'est une association qui a été créée en septembre 2021 à Paris et dont les missions sont les suivantes. Sa première mission, c'est bien sûr de promouvoir l'image de ce lycée créé en 1826, véritable pourvoyeur de talents et qui compte aujourd'hui environ 430 élèves répartis de la maternelle à la terminale. Sa deuxième mission est de fédérer cette communauté des anciens d'environ 6500 personnes, 15 000 si on rajoute les membres de leur famille. Elle est composée d'anciens élèves, d'anciens enseignants, personnels administratifs, encadrants ou simplement amis du lycée. Notre plus ancien adhérent a 86 ans et le plus jeune a 17 ans. Sa troisième mission est donc d'animer et de développer ce réseau d'adhérents à travers l'action de ces clubs, art, culture, women, sport ou alumni jeunes. Et dans ce cadre, nous organisons entre autres des ateliers avec les alumni. Ça peut être du mentoring, du coaching, des recherches de stage ou d'emploi, mais aussi avec les élèves du lycée à travers des ateliers cinéma, orientation, aide au départ et aide à l'arrivée. Enfin, la dernière mission de l'association est de la faire rayonner à l'extérieur du réseau en agissant sur des sujets connexes ou reliés à Pondichéry, à l'Inde, à l'amitié franco-indienne. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer notre prochain webinaire le 20 juin sur la problématique immobilière à Pondichéry. Voilà, beaucoup de projets qui ne demandent qu'à être portés. Alors, vous le savez, une association, ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps. Et je souhaite remercier les membres du bureau ainsi que les actifs qui nous aident à la faire vivre. Nous comptons donc sur vous pour nous rejoindre en adhérant à l'association. La cotisation est de 25 € par an.
Et pour tous les jeunes alumni que nous avons entourés, accompagnés depuis 2 ans, ainsi que tous les autres, nous espérons qu'ils prendront exemple sur les 6 profils que nous avons hâte de découvrir maintenant. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, je reprends le fil de mon introduction. Pourquoi un webinaire sur la diaspora franco-pondichérienne? Ranjit vous en a parlé un petit peu. Il y a quelques mois, les forums France-Inde ont organisé un webinaire sur la diaspora indienne en France. Et là, il s'agit d'un deuxième opus. On avait envie de vous raconter l'histoire originale d'une diaspora pas comme les autres. Comme vous le savez sans doute, Pondichéry est un ancien comptoir français. Pondichéry, Karekal, Mahé, Yanaon, Chandarnagore. Bon nombre de personnes en France sont capables de citer les 5 comptoirs français de l'Inde de tête. Et Pondichéry tient encore aujourd'hui une place à part dans l'imaginaire des Français. Après avoir attisé la convoitise des Danois, des Anglais et des Français pendant de nombreuses années, Pondichéry est devenu un comptoir français en 1816 et restera un comptoir français jusqu'au 16 août 1962, soit 15 ans après l'indépendance de l'Inde. Et jusqu'en 1962, les Pondichéryens vécurent en diapason avec la France, y compris en participant aux efforts de guerre, en liant leur destin à celui de la France. Et au moment de la rétrocession de Pondichéry à l'Inde en 1962, environ 7000 personnes optèrent pour la nationalité française et d'autres devinrent français par la suite. C'est cette histoire originale de ces franco-pondichéryens et de leurs descendants qui évoluent entre ici et là-bas que nous avons choisi d'illustrer à travers ce webinaire intitulé « Des visages de la diaspora franco-pondichéryenne ». Donc, nous commencerons par évoquer l'histoire de cette diaspora avec Arundhati Virmani, qui est historienne et enseignante-chercheuse à l'École des hautes études en sciences sociales à Marseille. Et ensuite, nous évoquerons les visages de la diaspora franco-pondichéryenne à travers le parcours personnel et professionnel de nos invités. Henri, avant de te laisser présenter nos invités, j'ai juste 2 ou 3 petites choses à rajouter. Alors, pour les personnes connectées, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Il y aura un temps en fait, d'échange à travers le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Et enfin, une dernière petite chose, tout au long enfin, à tout moment, nous pourrons être interrompus. Nous avons un invité surprise qui a prévu de nous faire un coucou. Après, ça dépendra un peu des aléas du direct, comme on dit. Donc, on verra à quel moment ce petit coucou interviendra. En attendant, Harry va vous introduire et ensuite, nous commencerons par l'entretien avec Arundhati. Harry? Oui, ben, écoute, on a le grand bonheur d'avoir parmi nous aujourd'hui, à commencer par Béatrice Dessin, architecte et urbaniste. On a Alain Doresunderam, planétologue et astronome. On a Nathalie Gita Baburaj, docteur en médecine, entrepreneur et artiste. On a Rono Ramamurthy, chef exécutif. Santi Tilenaegan, avocate à la Cour. Et Alwin Dadi, médecin-chercheur, maître de conférence en biologie du développement. Et pour compléter ça, on a la grande Arundhati Virmani, enseignante et chercheuse à l'École des hautes études en sciences sociales. Son séminaire d'enseignement porte sur la citoyenneté dans le monde colonial en Asie. Et elle est auteure de plusieurs ouvrages, dont notamment Atlas historique du 6e au 21e siècle et Les Indiens à voix multiples. Arundhati Virmani a reçu le prix littéraire Asie de l'Association des écrivains de langue française. Donc, pour commencer, Arundhati, pourquoi parle-t-on de franco-pondichéryens aujourd'hui? On aimerait bien que vous racontiez un peu leur histoire.
Merci beaucoup, Harry, Gomti, tous, à vous m'inviter ici parce que dans votre beau panel, peut-être je suis l'étrangère. Je ne suis pas du Pondichéry, donc je l'avoue, mais très contente d'être parmi vous et parler de pourquoi il faut parler de vous tous. D'abord, je pense qu'il ne manque pas de livres sur cette grande histoire des établissements français, hein. Il y a une littérature importante, mais c'est surtout une histoire impériale qui se concentre sur les politiques de la France, de la République, les logiques géopolitiques, les relations commerciales ou, n'oublions pas, les grands hommes. Le premier entre eux, c'est le gouverneur de Pondichéry en 1742, Jean-François Dupleix. Mais donc, c'est une sorte de catéchisme, je dirais, impérial. Et en même temps, il y a aussi une grande littérature sur Pondichéry. Et il y a des romans, Harry, toi-même, et puis il y a d'autres, des policiers qui sont basés dans Pondichéry avec les acteurs. Mais dans toute cette histoire et cette production scientifique de grande qualité, les franco-pondichéриens se sont un peu anonymisés. Ils ont été marginalisés, écartés, peut-être même un petit peu noyés. Donc, c'est leurs histoires, leurs expériences qui sont un petit peu submergées dans ce grand récit de l'impérialisme français et de l'histoire de la République. Donc, en fait, je trouve qu'ils sont pris entre deux discours. D'un côté, ce discours de la colonisation française, mais de l'autre côté, il y a une sorte de discours qui accentue la nostalgie pour ce que disait Pierre Loti, cette petite ville, vieille petite colonie languissante, et où ce petit coin de vieille France égaré au bord du golfe de Bengale. C'est très joli, mais c'est un peu une nostalgie. Et d'autre part, il y a un discours qui s'oriente un petit peu vers l'exotisme, le pastis, la pétanque, le club colonial. Et donc, parler des franco-pondichéриens, c'est poser la question de comprendre qui sont-ils, ces troisième, quatrième génération de descendants des anciens sujets coloniaux, comment ils s'aperçoivent, s'affirment, comment ils s'imaginent, se représentent. Donc, pour eux, je pense que c'est à la fois un grand moment de liberté. Voilà. Et c'est ça, je m'efforce de faire dans un livre que je prépare avec une collègue, elle de Pondichéry, qui est Kamala Marius, que vous connaissez peut-être. Elle est à l'université de Bordeaux-Montaigne. Eh bien justement, on salue Kamala Marius. Arundhati, vous venez de nous dire que vous n'étiez pas de Pondichéry. Quel est votre regard sur cette diaspora en tant que personne extérieure? Donc, ça a des avantages et des inconvénients, bien sûr. Et c'est pour ça que cette sorte de collaboration entre moi, historienne, et Kamala, qui est géographe, elle qui est pondichéryenne, qui est d'une famille de renonçants, des gens qui ont opté pour la citoyenneté française après 1881 et qui ont dû, pour faire cela, renoncer à leurs droits personnels, en commençant par le nom patronymique. C'est une collaboration peut-être un peu classique en France, hein, historien et géographe, mais ça a un avantage. Moi, j'apporte ce regard extérieur sur ce groupe qui, pour moi aussi, était longtemps des gens un peu différents de nous, peut-être à cause de la langue, parce que nous, colonisés par les Britanniques, eux par les Français, donc cette dimension linguistique qui était un petit peu exotique aussi, différent. Et qu'est-ce qui apporte le regard d'une historienne de l'Inde britannique coloniale? C'est d'abord un peu nous écarter de cette histoire classique de comprendre ces groupes jusqu'à
l'indépendance. Donc, nous, on veut essayer de saisir cette histoire des familles, de leurs expériences après 1954. Qu'est-ce qui se passe quand ils reviennent en France ou ils vont ailleurs en suivant ces circuits impériaux? Et il faut le dire, le monde actuellement est en mouvement. Et il me semble important de rappeler que ces changements, ce mouvement implique des changements dans les notions de chez soi des franco-pondichériens. Et donc, notre tentative, c'est d'essayer de saisir ces notions. Comment se voit-il? On est sorti du moment où, pour la génération de leurs parents, par exemple, il était important de s'assimiler, de s'intégrer dans la société haute. Donc, comme je disais, c'est un moment de grande liberté. Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Comment regardent-ils leur héritage, leur rapport avec leurs ancêtres, et comment pensent-ils le façonner de leur manière à travers la langue, la cuisine, les objets auxquels ils sont attachés? Donc, ce que nous essayons de faire avec ce regard extérieur, c'est de saisir cette manière de s'affirmer, de s'imaginer, de se représenter à travers des pratiques socioculturelles. Et je pense que l'observation un petit peu double, l'un de l'intérieur et l'autre de l'extérieur, est une bonne approche. Merci beaucoup, Arundhati. C'était vraiment extrêmement intéressant d'avoir un peu ce double regard. Nous allons illustrer un peu cette histoire en l'évoquant avec nos invités. Donc, tout d'abord, nous allons l'évoquer avec Béatrice Dessin. Béatrice, bonjour. Vous êtes architecte, urbaniste et votre histoire, en fait, votre parcours diasporique, si vous me permettez ce terme, témoigne du caractère un peu cosmopolite et historique de Pondichéry, un aspect un peu méconnu ailleurs. Donc, je vous laisse nous en parler. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. Peut-être deux mots en effet sur l'histoire familiale. Donc, mon père est pondichérien, militaire de carrière et à la retraite en France aujourd'hui. Et pour dire deux mots de mes origines vietnamiennes, elles s'établissent du côté de ma mère, puisque mon grand-père maternel pondichérien était militaire en Indochine. Il a commencé à fonder sa famille en Indochine. Et après la reconquête française des terres occupées par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et la montée également du Parti communiste, il est revenu à Pondichéry avec ma grand-mère vietnamienne, ses enfants, et puis ma mère et d'autres de ses frères sont nés à Pondichéry et ont grandi tous à Pondichéry. Ensuite, l'histoire de mes parents est assez... et un peu celle de beaucoup. Hein. Il y a eu l'engagement dans l'armée, l'option pour la nationalité française, le mariage, et puis la construction de leur propre famille en France. Et je trouve que dans cette histoire et dans ce parcours, il y a un élément assez fondamental qui est, et ce que précisait Arundhati, qui est finalement l'enjeu d'assimilation et d'intégration. Ma grand-mère vietnamienne a déjà connu ça finalement à Pondichéry, avec un véritable enjeu d'intégration et de reprendre les codes finalement du pays d'accueil. Et notamment, elle n'a pas transmis la langue, par exemple vietnamienne, à ma mère. Et c'est aussi des schémas qui se reproduisent, me semble-t-il, aujourd'hui. Moi-même, je ne parle pas le tamoul, pour autant je le comprends. Et on a quand même un ancrage multiculturel de ce fait-là, mais qui s'étiole peut-être avec le temps. Merci Béatrice. J'ai lu une deuxième petite question. J'ai lu quelque part que, enfin, vous dites que c'est à 7 ans, à l'occasion d'un de vos rares voyages à Pondichéry, que votre vocation est née. Alors, j'avoue que cette petite phrase m'a laissé un peu sur ma faim. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, mais avec plaisir. Les voyages à Pondichéry existaient quand même. Hein. On a pu en faire en famille pour les grandes vacances.
Et à 7 ans, à travers l'histoire familiale, en fait, je rencontre le métier que je pratique aujourd'hui, le métier d'architecte, puisque mon père décide de transformer la maison tamoule, qui était la sienne, en une maison plus confortable, plus aux standards européens probablement, et fait appel à un architecte. Et donc, loin des bases familiales, je découvre ce métier entre technicité et créativité, et je me dis que ce serait bien d'en faire mon métier. Voilà, c'est un métier qui m'a poursuivi jusqu'à ce que, enfin, une idée qui m'a poursuivi jusqu'à ce que je l'exerce aujourd'hui. Je trouve qu'il y a peut-être aussi une part de symbole à travers ce métier, de manière un peu inconsciente. La transposition un peu directe entre ce projet de maison, ce projet personnel et familial de mon père. Donc la maison, c'est quand même par nature un lieu, le lieu du chez-soi qui se personnalise et qui nous représente. Et puis le métier d'architecte qui est celui qui conçoit un lieu qui nous ressemble. Voilà, et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une transposition assez directe et affective au final de ce choix de métier. Alors ensuite, dans le métier, je trouve qu'il y a des influences pareil, un peu inconscientes et involontaires, je pense, dans la pratique du métier et dans la découverte des différents paysages. Moi, j'ai le souvenir de la vieille maison tamoule dans laquelle on habitait pour les vacances, avec cette succession d'entrées. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu comment étaient constituées les maisons tamoules, mais il y avait ce tinei à l'entrée, le vestibule, une galerie, une cour à l'intérieur. Et je trouve que toute cette séquence d'entrée, c'est encore des choses qui m'inspirent dans ma pratique de métier aujourd'hui. Moi, je travaille la fabrique urbaine et l'urbanisme. Et ce travail de seuil entre l'espace public, la vie sociale, et puis le lieu de l'intimité et du logement ou d'un immeuble de bureau ou autre, ça fait partie du cœur de métier et de ce qu'on traite au quotidien dans le projet. Et ces images-là me reviennent assez. Et puis quand on exerce mon métier, on fait beaucoup par référence de ses voyages, de ses lectures, des recherches que l'on peut faire. Et on se reporte quand même à son propre vécu. Et ces images font partie, évidemment, de mon vécu. Alors après, je sais que dans cette préparation, vous m'aviez un peu interrogé sur ce que cette double culture peut m'apporter dans mon métier. Et je trouve qu'il y a une véritable recherche dans en tout cas dans notre histoire, qui est celle de l'adaptation. Et je crois que le sens de l'adaptation est assez fort, en particulier dans le travail que je mène, à la fois parce qu'on s'adresse à des publics différents. Et donc, il y a un sens de l'observation qui a peut-être été un peu aiguisé par notre histoire, qui est assez fort, me semble-t-il. Essayer de comprendre un lieu, poser un diagnostic pour voir si on le transforme ou si on se fond dans une histoire et une mémoire. Ça fait vraiment partie des fondamentaux de l'architecture et de l'urbanisme. Et puis ensuite, il y a beaucoup de choses qui, dans mon parcours, m'ont construite, parfois dans l'opposition aussi à notre culture, l'envie d'autonomie et de sens de l'effort, en tout cas, pour cette autonomie quand on est une femme. Je crois que ça a été à la fois une opposition, mais véhiculée par l'éducation que j'ai eue, avec une forte volonté que, en tant que femme, on puisse s'affirmer dans notre profession et dans notre métier. Et puis, j'ai l'impression aussi, dans l'adaptation dont je parlais, l'idée que tout est possible. Moi, j'aime bien l'image des Indiens qui dodelinent de la tête. Ça veut ni dire oui, ni dire non. Ça veut bien dire que tout est possible. Et j'ai l'impression que le métier est vraiment là pour dire qu'il y a des solutions à peu près à tout ce qu'on peut imaginer dans la fabrique urbaine. Mais vous êtes toujours en contact avec l'Inde, Béatrice? Alors, je dirais que le contact était surtout avec l'enfance, et pendant l'enfance, à travers mes parents, leur cercle d'amitié, les voyages que j'évoquais. Et puis ensuite, avec le temps, nos propres cercles professionnels ou amicaux sont un peu différents, sont plus ancrés en France. Moi, j'y ai grandi. Et donc, comme je le disais, peut-être que ça s'éloigne un peu. Et pour autant, on est très attaché quand même à nos origines. Je donne l'exemple de mes enfants que j'ai aussi amenés à Pondichéry pour qu'ils connaissent l'histoire de leurs ancêtres. Mais comment vous voyez votre identité? Alors, l'identité, pour moi, elle est assez complexe. Je ne me suis jamais définie par mes origines. Pour autant, on est aussi
un peu le reflet ou le miroir de ce que les gens projettent de nous. Et je pense qu'à la fois, je me sens indienne à travers le regard d'autres, vietnamienne peut-être à travers le regard des Pondichériens sur notre histoire, qui est peut-être un peu atypique en effet. Pondichéριenne assurément, puisque mes parents, ils sont nés, ils sont restés toujours assez proches de Pondichéry. Et puis cette histoire que je vous racontais, familiale de cette maison qui est un peu l'ancrage. Et puis française, parce que c'est aussi le trait d'union entre tout ça, et surtout française probablement. Donc je pense que mon identité, elle est en partie liée à ces fondamentaux, et puis beaucoup maintenant à travers des codes que nous avons appris, parce qu'on s'est adapté, nous aussi, à d'autres phénomènes. Et on a, je pense, décrypté des codes, en plus de ceux déchiffrés par nos propres parents. Et ça nous constitue aujourd'hui, et on essaye de se construire à partir d'un socle et de ce qui nous reste de cette double ou triple culture. Ouais. Merci, merci Béatrice. Merci à vous. On va passer maintenant à celui qui a la chance de toucher les étoiles, l'homme qui a la tête dans les étoiles. Donc, Alain Doissundelam, planétologue, astronome, classe exceptionnelle à l'Observatoire de Paris Université PSL. Vous nous allez parler un peu de votre parcours, je suppose. Oui, avec plaisir. Bonjour Harry, Boumati et tout le monde. Donc Alain Doré-Souniram, je suis donc franco-pondichérien. Alors mon parcours, eh bien, il ressemble comme à beaucoup d'autres. Mes deux parents sont pondichériens, mais avec la particularité que ma maman est née à Saigon, son père aussi. En fait, la famille du côté de ma maman est partie des renonçants. Donc ils étaient basés en Indochine. Mon grand-père était militaire. Et elle-même, ma mère, donc je disais, est née à Saigon. Et puis, et du côté de... Alors, je vais parler d'abord du côté de ma mère. Donc, ils sont revenus ensuite à Pondichéry. Et du côté de mon père, pondichérien également, lui, il est un optant. Et en 62, à la fois mon papa et ma maman sont partis en Algérie pour y enseigner. Car mon père était prof de maths physique. Ma mère a fait plusieurs petits travaux comme institutrice aussi en Algérie. Et donc, ils se sont connus en Algérie. Je suis né moi-même en Algérie. Vous savez, c'était à l'époque où il y avait énormément de pondichéриens qui allaient donc après l'indépendance de l'Algérie pour y enseigner, puis peut-être d'autres tâches administratives. Et donc, on s'est retrouvé avec une grosse communauté pondichéриenne là-bas. D'ailleurs, j'y reviendrai. Mes parents sont profondément pondichériens et sont communautaires. C'est vrai qu'on se retrouvait également régulièrement entre pondichériens. Donc, j'ai baigné dans cette atmosphère et communauté pondichérienne, même si mes parents ne m'ont jamais parlé en tamoul. Et donc, je l'ai appris par moi-même en allant en vacances, parce qu'on allait régulièrement en vacances en Inde. Et surtout aussi en regardant les films tamouls. J'adorais voir les danses et les musiques indiennes. Bref, donc je suis né en Algérie. Mon père étant prof, donc ensuite on a migré en Guyane. J'ai fait une grande partie de ma scolarité. Je suis allé aussi en Guadeloupe. Puis ensuite, je suis allé passer le reste de ma scolarité jusqu'au bac en Côte d'Ivoire. Et mon père a continué ensuite en tant que prof jusqu'au Gabon et à La Réunion. Et ce qui est rigolo, c'est que étant enfant, donc, comme je vous le disais, on rencontrait la communauté franco-pondichérienne partout. Hein. On avait en Algérie, en Côte d'Ivoire, on arrivait toujours à en voir. Et moi, dans ma pensée d'enfant, la communauté pondichérienne était binaire. Il y avait soit des enseignants, soit des militaires. Hein. Effectivement, je pensais qu'il n'y avait que ces deux catégories de franco-pondichériens. Et maintenant, effectivement, avec mes illustres collègues, je vois qu'il y a beaucoup plus de variété et de diversité dans cette communauté. Voilà en quelques mots mon parcours. Et ensuite, pour les études supérieures, donc j'ai fait toute mon université essentiellement à Paris, à Sorbonne Université. Donc, et pour noter, c'est la période la plus longue finalement où je suis resté en un seul lieu. C'était finalement la région parisienne, parce que j'ai toujours bougé tous les 2 ans, de fait du travail de mon père, ou aussi parce que
j'ai oublié de le dire, je suis quand même allé à Pondichéry faire ma scolarité durant 2 années, discontinue, en CM2 et en seconde. Et finalement, j'ai bien apprécié parce que c'est grâce à ces 2 années que je me suis encore plus imprégné de cette culture franco-pondichérien, et que j'ai pu aussi un peu apprendre le tamoul, même si je le parle encore très mal, Wata tamoul, comme on dit. Mais effectivement, j'ai pu en garder, préserver un petit peu ces restes de cet héritage. Mais en quoi, par exemple, votre parcours diasporique a-t-il influencé votre parcours professionnel? Alors, je ne sais pas si l'origine pondichérienne a pu influencer mon parcours professionnel. Je dirais que, de toute façon, j'ai été éduqué dans l'école de la République et en primaire, et puis j'étais surtout aussi à Kourou et à Cayenne. Hein. Kourou, vous savez, c'est le port spatial de l'Europe. Et donc, j'ai assisté au premier tir d'Ariane, le fleuron de l'Europe spatiale. Et je me souviens encore, quand j'étais en 5e, c'était en 1980, en mai 1980, c'était le second tir d'Ariane, et tout le monde s'était crié « Ariane est en train de retomber » dans la cour. On était tous sortis pour regarder Ariane. Et je ne sais pas, consciemment ou inconsciemment, cette image m'a marqué. Je ne dirais pas si ça a influencé mon choix, certainement. Il y avait aussi mes enseignants. L'astronomie m'a toujours fasciné. Et dès la primaire, j'ai eu envie d'en faire mon métier et j'ai continué. Et puis, j'ai poursuivi dans cette voie pour devenir, pour faire une licence de physique, un master en astrophysique à l'université Pierre-Marie Curie et enfin mon doctorat en astrophysique. Et il vous arrive de travailler avec l'Inde? Alors, par mon métier, je participe à différents colloques, et effectivement, au cours des colloques, on rencontre toutes les nationalités, y compris les Indiens, mais bizarrement, moi je suis planétologue, bizarrement, la communauté scientifique indienne est très peu représentée en planétologie. Donc, j'ai très peu eu affaire finalement à des collègues. J'aurais bien voulu collaborer finalement d'un point de vue scientifique avec des Indiens, mais c'était très peu rare. Maintenant, ça se développe effectivement. Vous avez eu récemment une sonde qui est allée en orbite lunaire, Chandrayaan, puis il y a eu Mangalyaan, et l'Inde, tout comme d'autres nouvelles nations comme la Chine, les Émiratis, voilà, ont des velléités pour l'exploration spatiale. Donc j'espère, je ne désespère pas de pouvoir travailler un jour en planétologie avec des collègues indiens. Mais n'empêche que dans un autre cadre, alors je suis astrophysicien et je suis astronome, c'est une fonction en fait qui est enseignant. Je suis un enseignant-chercheur, donc j'enseigne également de la licence jusqu'au master. Je suis le responsable du doctorat à l'Observatoire de Paris PSL et je forme aussi les professeurs. J'ai une passion pour la formation des professeurs et eh bien, il m'est arrivé de parcourir le monde pour former les professeurs et devinez quoi, je suis retourné à Pondichéry, au lycée français de Pondichéry, pour y former les professeurs à mon tour. J'ai été élève et en même temps, j'ai formé les professeurs et j'ai retrouvé mon ancien prof, M. Lepreux, qui m'a enseigné. Ouais, vous l'avez connu? Voilà. Et il était mon élève. C'est un petit peu retour à l'envoyeur. Et j'ai formé donc le lycée français entre 2010, 2011 jusqu'à 2015 et j'ai eu beaucoup de plaisir à y revenir. Et ça m'a permis effectivement de renouer un petit peu quelques contacts car depuis, disons, ma carrière professionnelle, j'y retourne que rarement maintenant. Alors que pendant mon enfance, j'y allais régulièrement tous les 2-3 ans. Brièvement, c'est la question qu'on pose à tout le monde d'ailleurs. Juste brièvement, votre identité dans tout ça? Mon identité dans tout ça? Alors, de fait que j'ai beaucoup voyagé, je ne suis pas resté à un seul endroit plus de 2 années, eh bien, je me sens pas particulièrement attaché à Pondichéry. Je me sens bien partout. Je me plais à dire que je suis un citoyen du monde. Ma culture est française. Quand je pars à l'étranger plusieurs jours, semaines,
J'aime toujours revenir en France car c'est là que sont finalement mes racines, mais je ne me sens pas particulièrement indien ou j'ai vécu beaucoup en Afrique, en Guyane. Voilà. Je me sens bien partout. Je me sens citoyen du monde. Et d'ailleurs, en étant astronome, en prenant de la hauteur, quand on regarde la Terre vue de l'espace, les frontières disparaissent et on sent qu'on est tous finalement sur le même bateau, le même oasis et qu'il faut bien sûr en prendre bien soin de cette Terre car il n'y en a qu'une. On n'a pas tous la même chance que vous, Alain. Merci beaucoup. Alors, juste avant d'introduire notre invitée suivante, pour ceux qui nous rejoignent, donc vous nous rejoignez pour le webinaire sur la diaspora franco-pondichérienne qu'on a intitulé « Des visages de la diaspora franco-pondichérienne ». Donc après une brève introduction sur l'histoire de cette diaspora, nous sommes en train de vous présenter les visages de cette diaspora à travers un certain nombre d'invités. Donc, notre invitée suivante est Nathalie Gita Babouraj, qui est docteur en médecine, spécialiste en santé intégrative, en Ayurveda, yoga thérapeute, créatrice de voyages, artiste. Alors, Nathalie, bonjour. De Pondichéry à Pointe-à-Pitre, vous avez un parcours familial et individuel très riche, dont il me semble que vous avez fait un spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît, ou nous montrer? Bien sûr, Gomati. Donc, merci pour cette invitation. Si je voulais vous le montrer, il faudrait que je sois en tenue, en uniforme de pompier, puisque ça a été un de mes métiers. Et cette année, j'ai décidé de me lancer et d'en créer un spectacle parce que pendant des années et des années, je me suis sentie extraterrestre. Et en vous écoutant d'ailleurs, les premières personnes qui ont partagé un peu leur parcours, je me suis dit, waouh, je ne suis pas la seule extraterrestre. Parce que je ne sais pas si ça vous l'a fait, vous, mais moi, que ce soit à la fac de médecine ou même après dans mes différents métiers, j'ai toujours eu l'impression de devoir me justifier. Oui, mais tu comprends, je viens d'Inde, mais j'ai grandi en France. J'ai l'impression que je n'ai pas du tout un parcours linéaire. Et à force de m'arracher les cheveux pour expliquer mon CV et même la diversité de mes métiers aujourd'hui, je me suis dit, on va le faire avec l'humour. Et j'aime beaucoup cette image du chaos et du dieu Shiva, le danseur cosmique. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un chaos créateur et c'est une richesse qu'on porte. C'est un masala délicieux, mais il faut s'accrocher. Donc, vous l'aurez deviné, mes ancêtres ne sont pas gaulois, même si j'ai un accent parisien bien frappé. Mes ancêtres sont de la Compagnie des Indes orientales. Les 5 comptoirs, j'espère que vous avez appris par cœur quand Gomati les a répétés tout à l'heure. Donc, moi, mes ancêtres sont de Pondichéry et je suis née en banlieue parisienne. Tout de suite, ça fait moins exotique. Mon père est né à Cadalour en 54. Donc, il a eu la bonne année de choisir la nationalité française et d'embarquer dans l'aventure de l'armée française. Et il a eu la bonne année de rentrer en prenant sa retraite. Et donc, moi, j'ai fait ma double crise d'adolescence au lycée français de Pondichéry. Il n'y avait pas le international à l'époque. Je fuis l'Inde, le bac en poche, et je décide de m'inscrire à la fac de médecine. Mon premier poste, c'est médecin de prévention chez les pompiers de Paris, donc plus cartésien, tu ne peux pas faire. Et à 33 ans, je fais une crise et je quitte la blouse blanche, l'uniforme. J'ai envie d'épicer le masala de ma vie. Et aujourd'hui, alors attention, accrochez-vous encore, je ne vis pas en Inde, ni en France, mais je vis dans les French West Indies, la Compagnie des Indes occidentales, en Guadeloupe. Donc, cette double culture franco-indienne que je rejetais ado, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est devenu ma force, ma richesse. Dans le contexte, le chaos mondial qu'on vit aujourd'hui, notamment les crises écologiques qui s'enchaînent, et j'ai envie de dire que la France m'a donné le côté rationnel, cartésien, et l'Inde m'a ouverte à la dimension plus énergétique, spirituelle, sacrée du vivant. Et je me rends compte aujourd'hui que même si j'ai exercé plusieurs métiers, ma mission de vie, c'est de créer des ponts entre justement la part cartésienne en chacun de nous et la part plus sensible, intuitive. Et c'est ça que j'aime bien faire, c'est aider les gens à connecter à toutes les parties d'eux et d'elles-mêmes et qu'on puisse aussi, en tant que collectif humain,
nous connecter malgré nos différences, c'est une richesse. Et moi, ça m'a vraiment aidé à développer cette vision intégrative, à savoir remplacer le ou par le et. Et je crois vraiment que c'est un des cadeaux que j'ai eu grâce à mon enfance et mon adolescence à Pondichéry et à tous les apports de l'Ayurveda, des Védas, du yoga. Voilà pour résumer un petit peu. Et pourquoi Pointe-à-Pitre? Vous faites quoi pour être dans le concret, dans le rationnel? Dans le rationnel, alors mon histoire avec la Guadeloupe, c'est pas du tout rationnel, hein. Il y a 6 ans, Harry, j'ai été invitée pour un séminaire, puisqu'à l'époque, j'étais conférencière. Et on m'a proposé de venir à un séminaire dans la forêt, en Guadeloupe, d'une semaine. Je ne connaissais pas du tout les Antilles et l'histoire des Antilles. Et j'ai posé mon pied sur le tarmac à l'aéroport du Rézé. Et c'est la première fois de ma vie, à 37 ans, que je me suis dit, waouh, je suis chez moi. Là où en France, en banlieue parisienne, j'ai jamais ressenti que j'étais à la maison. En Inde, à Pondichéry, pareil, on me voyait quand même comme une étrangère. Et en Guadeloupe, c'est la première fois que si je dis que je suis de Guadeloupe, on me prend pour une Guadeloupéenne. Il y a eu vraiment une histoire d'amour avec cette île que je ne connaissais pas encore. Et puis, j'ai rencontré aussi mon chéri qui habite là-bas depuis 12 ans. Et donc, j'ai décidé de déposer enfin mes valises là-bas. Même si pour le moment, là, je suis en tournée donc, en Europe, entre la France, la Belgique. Et en fin d'année, un petit tour à Pondichéry, mais je vous en dirai un peu plus après. D'accord. Bon, tout ça, on a tous compris que vous faisiez de la médecine ayurvédique. Et donc, j'imagine que le contact avec l'Inde est encore plus, je veux dire, étroit, on va dire. Vous travaillez beaucoup avec l'Inde, je suppose. Oui, alors ma manière d'exercer la médecine ayurvédique, c'est pas comme on pourrait avoir dans son imaginaire, je reçois en consultation, je fais des massages. Non, moi, je l'ai transformé vraiment dans cette écoute sensorielle qu'apporte l'Ayurveda. Et là, je l'intègre vraiment à la fois dans mon spectacle et dans mes accompagnements. Mais c'est vrai que j'ai fait la paix avec l'Inde à 24 ans. Et donc, j'ai commencé à y retourner régulièrement déjà, moi, pour vraiment me former en Ayurveda et me réconcilier avec l'adolescente qui est partie un peu rebelle et qui avait rejeté ses racines. Et puis, depuis 2017, j'organise des voyages initiatiques de 3 semaines où j'embarque des femmes et des hommes qui ont envie qui sont dans un moment de leur vie où ils se questionnent. Et je trouve que l'Inde est vraiment un terreau idéal, fertile, pour se poser et aller voir comment on peut danser avec le chaos de sa vie. Et donc, chaque année, j'organise ce qu'on appelle une bulle Ayur India. Et donc, cette année, en fin d'année, je vais justement retourner en Inde, on va aller au Kerala et c'est un petit rituel que j'ai maintenant. J'ai vu qu'il y avait Christine Guidon qui était connectée là. Je retourne chaque année au lycée français de Pondichéry parce que c'est un peu, finalement, je me rends compte que c'est l'endroit où j'ai appris à ouvrir ce « et » à la place du « ou ». Et donc, on propose un atelier d'une demi-journée aux élèves du lycée français. On l'avait déjà fait donc 2 fois avant le Covid et c'était vraiment, c'est un peu comme ce que partageait juste avant Alain, d'avoir été élève au lycée et maintenant de venir et d'animer un espace d'échange, de débat autour de quel métier j'ai envie de choisir et de pouvoir transmettre cet espace aux jeunes élèves. Moi, ça fait vraiment sens en fait. La boucle est bouclée. Et en plus de pouvoir présenter ce spectacle Doc la Luna danse avec le chaos, j'espère, à l'Alliance française de Pondichéry en fin d'année, voilà, ça fait sens. Merci Nathalie. Juste un petit mot avant de passer à l'invité suivant. Béatrice Dessin sera peut-être obligée de nous quitter bientôt. Voilà, c'était prévu comme ça, c'est pour des raisons professionnelles. Donc voilà, c'était juste pour vous en informer. Harry, je te laisse poursuivre. Merci Béatrice. Merci Nathalie, c'était vraiment, vraiment intéressant ce que vous nous avez dit. Et je crois qu'on va tous retourner à Pondichéry, au lycée français, à rééduquer nos anciens professeurs. Ça va être super sympa. On va passer maintenant à Santi Tilenaigam, qui est avocate, qui a aussi un parcours assez intéressant. Donc, Santi, je vous laisse le soin de raconter un peu votre vie. Oui,
Bonjour à tous, merci Komati, merci Harry pour cette invitation-là. Je suis très honorée de pouvoir m'exprimer au sein de ce webinaire. Donc, je me présente, je m'appelle Santi Tilenaegen. Je suis née en France et j'ai commencé mes études en France, donc primaire, collège en France, en banlieue parisienne, dans le 77 plus exactement. Et pour des raisons personnelles, ma famille, en tout cas mes parents, ont décidé de déménager à Pondichéry. Donc, ils sont pondichéриens, ils sont nés à Pondichéry et donc ils ont vraiment leurs racines et une grande partie de leur famille à Pondichéry. Donc, j'ai été à mes 13 ans détachée de la France pour rejoindre Pondichéry pour intégrer le lycée français de Pondichéry, donc au sein duquel j'ai été diplômée. Donc, j'ai obtenu mon bac en 2014. Donc, à la suite du bac, j'ai poursuivi mes études en France, donc en faisant une licence de droit, un master 1 en droit social et un master 2 en droit social. Euh, L'ensemble de ces diplômes-là, je les ai obtenus au sein de l'université Panthéon-Assas à Paris 2. Et j'exerce aujourd'hui en qualité d'avocat, donc majoritairement en droit social, en droit de la sécurité sociale et en protection sociale complémentaire, au sein d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Actance Avocat, qui est un cabinet dédié aux conseils et aux contentieux d'entreprise. C'est magnifique tout ça. Donc, depuis que vous avez quitté l'Inde, donc vous restez toujours en contact, vos parents habitent toujours là-bas, je suppose? Alors non, parce que quand mon père a décidé de rejoindre la France, donc lui, il était scolarisé au petit séminaire. Donc c'est voilà, enfin ils enseignent de ce que j'en sais, ils enseignent au petit séminaire en français. Mon père avait la nationalité française de par sa grand-mère et donc, enfin ma grand-mère, pardon. Et donc, quand il s'est marié avec ma mère, qui, elle, n'était pas de nationalité française, mais qui, par le mariage, a obtenu la nationalité française, ils ont rejoint la France, donc mon père, pour poursuivre, en fait, son évolution professionnelle et rejoindre et saisir des opportunités professionnelles. Donc, c'est comme ça que, même si mes parents sont nés en Inde, à Pondichéry, nous, de notre côté, enfin, moi de mon côté, ma sœur et mon frère, nous, on est nés en France. On a grandi une grande partie en France avant de rejoindre l'Inde pour ma part et pour ma sœur, et avant de revenir en France, en banlieue parisienne et à Paris aujourd'hui. Oui, donc c'est des va-et-vient incessants qui ne s'arrêtent jamais, hein, en fin de compte. Mais qui est commun, j'ai l'impression, à tous nos panélistes ici, parce qu'on a tous fait, je pense, des va-et-vient entre la France et l'Inde. Et encore aujourd'hui, on est heureux, je pense, tous de retourner en Inde, à Pondichéry, pour retrouver soit nos amis, nos familles, ou également retourner au lycée français de Pondichéry, au- là où établissement au sein duquel on a développé pas mal de souvenirs. Bien sûr. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Si vous pouvez donner un conseil à un jeune franco-pondicharien qui quitterait Pondichéry après son bac, quels seraient ses conseils? Tout d'abord, de prendre conscience finalement que c'est une richesse d'appartenir à une double culture franco-indienne, pondichérienne. On est quand même, enfin, en tout cas, je pense que ça l'est toujours, mais moi, quand j'étais au lycée français de Pondichéry, il y avait quand même une certaine exigence et une qualité de l'éducation qui est donnée. On était en petit comité, on a vraiment des professeurs qui donnent toute leur intention aux élèves, et c'est vraiment une chance, en fait, d'avoir un panel de professeurs aussi présents, en fait, pour les élèves, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup de lycées. Donc dans l'Hexagone, en France métropolitaine. Donc on a, de par cette proximité entre le professeur et l'élève, on développe une rigueur, une force de travail, et c'est un atout précieux pour l'ensemble de ces élèves qui sont diplômés et qu'il faut mettre à profit et qu'il faut prendre conscience. Et donc, en fait, en venant en France, si par exemple c'est un élève qui a toujours vécu en Inde, qui est né en Inde et qui a fait le lycée français de Pondichéry, il faut juste pas qu'il ait peur, en fait, de venir en France. Au contraire, il doit vraiment prendre conscience, en fait, qu'il a cette chance et il doit avoir confiance en lui. C'est un bac qui est réputé dans les lycées de la métropole comme étant difficile, avec des sujets exigeants. Et donc, en fait, venir en France, ça ne peut être que positif pour lui, parce qu'il a un atout
de par sa double culture, de par l'enseignement qu'il a eu par le lycée français de Pondichéry, de la force de travail qu'il a pu acquérir, de la rigueur qu'il a pu se forger. Et donc, il doit savoir l'exploiter, en prendre conscience et avoir confiance en lui pour la suite de l'avenir qu'il décide d'adopter. Merci, merci infiniment. Komati? Merci Santi. Nous allons introduire l'invité suivant. Donc l'invité suivant est Renaud Ramamourti. Bonjour Renaud. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc vous êtes chef de cuisine exécutive dans le groupe Petroscience. Votre histoire familiale illustre bien l'histoire franco-pondichérienne, le choix de vos parents, l'aller-retour, une poursuite, lien, etc. Ce serait bien que vous nous en parliez un petit peu, que vous nous parliez un peu de l'influence de votre parcours diasporique et de l'influence de vos origines dans votre métier actuel, qui est un beau métier. Tout à fait, un très beau métier. Donc, je me présente, je m'appelle Renaud Ramamourti, j'ai 37 ans et je cuisine bientôt depuis plus de 15 ans. Donc, pour moi, c'est l'histoire de ma vie, la cuisine. C'est un peu l'héritage de mes tantes et de ma mère. Donc, c'était pour moi un devoir, en fait, de pouvoir continuer à mettre en avant cette cuisine. J'ai mis beaucoup de temps à assimiler, en fait, la cuisine tamoule créole indienne, parce que voilà, c'est assez complexe, comme vous pouvez le savoir. Et donc, j'ai commencé, en fait, à toucher en cuisine, à toucher la cuisine assez tôt, à 14 ans. Et tout de suite, j'ai vu ça comme un sport de haut niveau. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je me lance et que j'aille à la conquête des étoiles, comme on peut dire ça. Donc, j'ai commencé à travailler dans très beaux établissements parisiens. Et au fur et à mesure des années, je sentais comme une sorte de manque, en fait, parce que j'apprenais à faire une cuisine qui n'était pas forcément une cuisine que j'ai mangée toute ma vie. Et donc, ça fait très peu de temps, ça va faire peut-être 5 ans que je me laisse le droit et j'apporte plus d'importance à la cuisine tamoule et pondichéриenne et je vais chercher en fait à aller apprendre les recettes avec des tantes, des personnes qui ont cuisiné ça toute leur vie. C'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'en fait, on a très peu de traces écrites. Tout est transmis par voie orale. Donc, c'est un vrai travail de fourmi et c'est quelque chose qui me plaît réellement. Voilà. Merci Renaud. Justement, vous parliez des différentes cuisines. Est-ce que vous pourriez juste nous dire 2 mots sur les différentes, parce que ça, on ne s'imagine pas vu d'ici, qu'à Pondichéry, il peut y avoir différentes cuisines pondichéриennes, la cuisine créole, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire Ah oui, 2 c'est mots vrai, c'est vrai qu'il y a énormément de styles de cuisine. Si on prend la cuisine créole, même que ce soit la cuisine créole ou la cuisine aussi liée aux religions, ça dépend aussi de certaines familles, de certaines castes. Bon, j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est une réalité. C'est vrai que chaque famille, chaque classe sociale a sa définition par exemple, d'un biryani oui, ou d'un rassan, quelque chose qui est très standard. Et en fait, ce qui est le plus complexe, c'est de venir comprendre un peu comment ce plat basique pour beaucoup de personnes peut être interprété d'une différente manière par différentes familles. Et c'est ça qui est le plus intéressant dans tout ça. D'accord. Et quel pont vous envisagez de mettre entre l'Inde et entre la France et Pondichéry dans votre métier, dans votre manière de cuisiner, dans votre parcours professionnel, etc. Alors, c'est vrai que j'ai une super chance, comme un peu tout le monde, c'est que je peux pas le renier, c'est que je suis franco-pondichérien. Donc, en termes de cuisine, si vous voulez de plus, en fait, j'ai la haute gastronomie française et j'ai toute la technicité des saveurs et toutes ces panels de couleurs et de créativité indienne. Donc, pour moi, c'est que du bonus.
D'accord. Et vous avez l'occasion de travailler avec d'autres chefs en Inde, par exemple, des coopérations, ou c'est des choses que vous envisagez? Alors, c'est des choses que j'essaie de mettre en place. C'est vrai que ça met un peu de temps. Moi, les voyages en Inde, j'en ai fait très peu. J'ai surtout fait des voyages pour essayer de comprendre un peu la philosophie de cuisine dans le sud de l'Inde. Et j'essaie de mettre en place différentes choses, ne serait-ce que essayer de commencer à mettre des petits cours de cuisine à Pondichéry en place et vice-versa. Et j'aimerais aussi pouvoir apprendre des cuisiniers pondichéриens pour honorer ma propre culture culinaire. D'accord. Merci beaucoup. Harry? Ouais, non, mais c'est super intéressant ce que Renaud dit, hein. Je veux dire, surtout la cuisine, c'est quelque chose qui nous parle à tout le monde. La mémoire culinaire est quelque chose dont tout le monde y tient. Et donc, merci pour ton intervention, Renaud. Avec plaisir. Et justement pour en finir, mais qu'est-ce que j'allais dire? Euh, comment tu peux, comment tu vois ton identité culinaire, on va dire? Alors, mon identité culinaire, Parce c'est qu'on a un déjà parfait. parlé d'identité à tout le monde de façon normale, mais ton identité culinaire est beaucoup plus intéressante, je trouve. Alors, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que cette identité culinaire, je commence tout juste à l'avoir parce qu'en fin de compte, j'étais en, en, en apprentissage pendant toutes ces années et aujourd'hui, je sens que voilà, j'ai cette fierté de pouvoir dire que j'ai cette double culture et sans honte, et j'ai vraiment envie de porter ça au plus haut et d'aller chercher vraiment le meilleur des deux cuisines. Et pour moi, c'est une parfaite combinaison parce qu'en fait, on a toute la technicité de cette cuisine française et toute cette technicité dans les saveurs et de la cuisine indienne. Et justement, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de, euh, d'éduquer un peu ces personnes qui ne sont pas encore au courant que en fait, la cuisine indienne, ce n'est pas simplement une cuisine qui est surépicée, qui est galvaudée, qui est riche en gras, en ghee, etc. C'est qu'on peut faire de très belles choses avec cette cuisine. Merci beaucoup, Renaud, pour votre intervention et pour ce partage. Nous allons passer à notre prochain invité, donc Alvin Dadi. Alvin, vous êtes médecin, chercheur, maître de conférences en biologie du développement. Vous avez un parcours diasporique, enfin, à nouveau, permettez-moi ce terme, qui est assez particulier, qui est assez typique de Pondichéry. Donc, ouais, ça serait, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette communauté créole, de votre histoire familiale, de ce chez moi, de ce parcours, hein, s'il vous plaît? Bonsoir tout le monde, merci pour cette invitation. Donc effectivement, moi je suis issu d'une toute petite communauté qui a tendance à rétrécir au fil des ans, qui est la communauté créole de Pondichéry. Donc, et moi je suis encore plus le fruit d'une créolisation de créolisation, c'est que je suis créole français par ma maman, qui s'appelle Xavier, son nom de famille, et une créolisation britannique par mon papa qui s'appelle Daddy. Donc en fait, on a un mélange de ce genre-là. Donc ma maman, sa famille est arrivée en Inde depuis beaucoup de générations avant, donc à la fin du 19e siècle. Ils sont restés là-bas, ils sont rentrés dans le cursus, je dirais, traditionnel du militaire. Et moi, mon papa est issu d'une ancienne famille de commerçants en fait, à Madras, et ils ont émigré à Pondichéry. Et suite à ça, en fait, ils se sont rencontrés à Pondichéry petit. Et ma maman a suivi en fait les chemins classiques de la communauté créole, c'est qu'elle a fait toutes ses études au sein d'une communauté des bonnes sœurs de Pondichéry. Donc avec, je dirais, la majorité des grandes familles créoles françaises et indiennes de Pondichéry. Et mon papa, lui, a été élevé au petit séminaire avec tous ses camarades de cette communauté-là. Donc, moi, je suis et je me définis comme un pur créole, pondichérien. Donc, avec ce mélange de culture française, ce mélange de culture britannique et saupoudré de curry masala indien, parce que sinon ça n'a pas de goût. Donc, voilà.
Et récemment, en fait, un de mes oncles qui restait à Pondichéry est le président de l'associé mutuelle des créoles de Pondichéry, qui est une des plus vieilles associations qui a été inaugurée en 1883. Et donc, j'invite en fait tous les créoles qui vont nous entendre ou pas à se rapprocher de cette association parce qu'en fait, on a besoin d'aide pour développer, pour soutenir en fait cette communauté créole qui diminue au fil des générations. Donc ça, c'est pour mes origines. Pour mon côté diasporique, je pense que je suis l'un des rares à être né à Pondichéry. Je suis un vrai Pondichéryien, né en 81. Et mon père est venu en France au tout début des années 80 pour des raisons professionnelles. Et nous, on a suivi avec ma maman 2 ou 3 ans après. Et tout le reste de la famille, de la grande famille, a suivi petit à petit. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, la communauté pondichéryenne de ma famille au sens large s'est diminuée au cours des années. Et on a eu un inversement avec les retraites qui sont arrivées, où là, vous avez le départ et le retour de toute cette petite communauté créole vers Pondichéry récemment. Donc, moi, je suis cette espèce de transhumance de cette communauté créole vers Pondichéry et je trouve que c'est un beau retour aux sources pour ça. Ben, la communauté créole n'est pas complètement perdue, Alvin, je te promets, parce que le Tinaï, c'est le premier livre écrit par un franco-pondicharien qui parle de la communauté créole. Donc, tout est là-dedans. Mais super, non, je suis d'accord. Mais bon, à la dernière réunion des créoles de Pondichéry, on n'était plus que 100. mais justement, c'est le genre de littérature et la cuisine qui va perdurer, si tu veux, cet héritage créole. Tout à fait. Donc, mais bon, pour en revenir, je me suis fait un peu d'autopublicité, pardon. C'est très bien. Il faut promouvoir les créoles. Non, c'est plus promouvoir la communauté créole. Exactement. Donc, mais c'est quoi votre rapport aujourd'hui avec l'Inde et est-ce que vos origines franco-pondichéryennes, bien sûr, comme tous les autres, aussi a influencé votre parcours professionnel? Bah alors, oui et non. Parce qu'en fait, ce que m'a appris mes racines et mes sources franco-pondichéryennes, c'est plus lié aux parents, comme en fait la majorité de mes collègues ici. En fait, les parents pondichéryens, quand ils ont décidé de voyager, de partir, c'est quelque part une sorte de quête d'aventure, et avec tous les risques que ça comporte. Donc, en fait, moi, mes origines pondichéryennes m'ont toujours apporté en fait, la recherche de l'excellence et de l'exigence. C'est-à-dire qu'en gros, quand on fait quelque chose, il faut le faire jusqu'au bout, il faut le faire bien. Et que cette prise de risque, c'est comme tout dans la vie, en fait. Cette prise de risque va soit vous apporter du bonheur, de la gloire ou quoi que ce soit vous apporter un peu d'amertume, mais dans tous les cas, ça va vous apprendre quelque chose, soit sur vous, soit sur le monde. Donc ça, ce sont mes racines pondichéryennes qui m'ont donné. Excellent. Et je sais que vous faites un échange universitaire avec Pondichéry et Créteil, je crois, c'est ça? Exactement. Donc, en fait, récemment, on a ouvert sous mon impulsion, on a ouvert un échange universitaire parce que je suis maître de conférence à l'université de Créteil, de l'UPEC, où on a ouvert un pipeline entre les étudiants de l'université de Pondichéry et l'université de Créteil. Et là, on a eu la première promotion en fait, d'étudiants pondichéryens qui sont venus en France. Et on promeut ça, on essaie justement de développer ça pour avoir justement un échange d'opportunités. Et je pense que c'est une opportunité pour les étudiants de Pondichéry de venir en Europe, d'apprendre en fait les différentes techniques. On parle de sciences ou de médecine parce que comme la copine Nathalie, je fais fac de médecine, fac de sciences. Et donc, on connaît les difficultés de ce genre de parcours et qu'on va donner un approfondissement parce que leur parcours est plutôt bien fait. Et on va leur donner un approfondissement pour justement leur donner les clés de leur aventure internationale. Donc, la France, c'est la première étape de leur étape initiatique pour se renforcer tout au long de leur vie de jeune adulte, en fait.
D'accord. Merci. Oui, une petite question, Alvin. Est-ce que vous pourriez aller vivre à Pondichéry plus tard? Comment voyez-vous, enfin la même question, celle qu'on a posée à tout le monde, comment Oui. voyez-vous votre identité? Et est-ce que vous pourriez aller vivre à Pondichéry plus tard, par exemple? Alors, moi, mon identité, je suis pondichérien, de par ma naissance. Je suis pondichérien. Je suis, comme tout pondichérien, on est des citoyens du monde, comme l'a dit notre collègue. C'est qu'en fait, moi, je me considère, comment je définis pondichérien, c'est que je me considère à la fois français, à la fois britannique, à la fois indien. Donc, ça, c'est mon identité. Après, y vivre plus tard, oui, parce que peut-être pas définitivement, mais je sais que comme tous les Pondichéens, comme mes parents, ils ont fait en sorte de faire un petit nid douillet à Pondichéry et que il va falloir qu'on aille entretenir ce petit bout de patrimoine qui est là-bas. Et pourquoi pas y vivre définitivement? C'est que récemment, enfin, je suis jeune papa, et que moi-même étant français, anglais, indien, eh ben, elle n'a pas eu de chance. Elle est française, anglaise, indienne et russe. Donc, ça va commencer à devenir compliqué. Ah oui, en effet. Mais on commence à lui mettre du masala dans le biberon. Allez, Et je tiens à dire que je tiens à remercier Sylvain Paquiri parce que c'est sa rencontre qui m'a permis de faire partie de ce réseau et qu'on est parti sur une idée et vraiment je remercie pour ça. C'est que je pense que pour tous nos collègues, ça va être la conclusion, c'est qu'on est issus de la diaspora pondichérienne et franco-indienne. On a tous réussi. On a tous une position qui nous permet en fait d'avancer et d'être établis et heureux et que je pense qu'on a une responsabilité en tant que franco-pondichérien, c'est d'aider au maximum la communauté pondichéриenne in situ. Et que je pense que cette démarche qu'on fait tous là aujourd'hui va permettre, même si c'est qu'une petite pierre, va permettre justement de promouvoir, d'aider et de faire évoluer la situation de bon nombre de nos pondichériens. Et merci Sylvain. Merci, je suis totalement d'accord avec toi. Merci, Alvin. Merci. Absolument. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir montré des visages en fait, voilà, de cette diaspora qui, je pense que les auditeurs, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, ont pu le constater. Cette diaspora franco-pondichéриenne a vraiment plusieurs facettes, a plusieurs histoires. Et c'est aussi les histoires individuelles, c'est les histoires familiales, c'est l'histoire avec un grand H, l'histoire de la France, l'histoire de l'Inde, etc. Donc, cette passionnante histoire a sans doute soulevé beaucoup de questions. Donc, nous allons essayer d'y répondre en prenant quelques questions du chat. Donc, je regarde les questions. Donc, la première question que je vais prendre tout de suite. Alors c'est une question sur l'histoire, donc ça sera plutôt pour Arundhati. Pourquoi les Pondichériens ont-ils opté pour la nationalité française en 1962? Donc, ces Pondichériens dont on vient de parler. Quelles furent les raisons? Et voilà, déjà, ça serait une première question. Je réactivé le son. Merci. Les raisons pour opter pour la nationalité française, même quand ils ont eu l'occasion, c'était pas évident. D'abord, le processus n'était pas très bien, c'était pas très transparent ou clair. L'information a été diffusée de manière un petit peu complexe. Donc, il y a certains gens, des renonçants par exemple, c'était logique qu'ils continuent dans cette voie. D'autres renonçants ont opté pour prendre des positions très nationalistes et intégrés en Inde. Ils étaient engagés dans une résistance à la France et donc il y a quelques-uns qui ont décidé de rester indiens.
Puis devenir français, ce n'était pas seulement dire OK, j'opte pour la nationalité française. Les gens ne comprenaient pas très clairement est-ce qu'il fallait quitter l'Inde, aller en France, habiter là-bas, quelles étaient des possibilités de trouver un métier. Pour ceux qui étaient de famille militaire, c'était simple. Donc, ce n'était pas des choix évidents. Et ça vous montre qu'en fait, le moment de décolonisation qui est représenté comme un moment d'indépendance de ces pays était un moment extrêmement difficile et troublant parce que des choix compliqués et difficiles devraient être faits. Et le temps n'était pas... le temps était aussi compté. Souvent, quand on dit vous avez le choix, on vous donne une certaine période pour décider. Donc, tout cela a fait que ce processus n'a pas été, n'était pas accessible à tout le monde et des choix étaient complexes. Par exemple, des gens que nous avons interviewés, certains ont dit mon père qui était renonçant a choisi d'être indien et c'est ses enfants qui ont regretté ce choix et qui ensuite ont finalement quitté Pondichéry et qui sont allés s'installer aux États-Unis. Donc, la question continue à se poser à travers des générations. Merci Arundhati. Une question un peu plus générique. Je m'adresse un peu à tous nos invités. Quel rapport ont les Pondichéryens avec les Indiens non pondichéryens? Comment se situent-ils? Voilà. Est-ce que vous avez un peu déjà réfléchi à ça? Est-ce que vous ressentez une différence? Est-ce que vous-même vous sentez différent des autres Indiens en fait? Moi, je veux bien répondre rapidement. Moi, je ne sens pas forcément la différence, même s'il y a des spécificités d'être franco-pondichérien. Mais en fait, ma mère est de Chennai et on va dire que ma famille côté maternelle, en fait, eux, ils sont indiens. On parle en tamil ou en anglais quand on est ensemble. Et j'ai même, donc, il y a une autre diaspora. Et j'ai un oncle qui est parti vivre aux États-Unis. Donc, en fait, moi, j'ai plus la sensation que c'est une même âme indienne qui nous habite et le fameux dodelement de la tête, en fait, je le vois chez mes cousins indiens comme mes cousins franco-pondichéриens et ça nous réunit. Merci Nathalie. J'arrive pas à le faire ce truc. C'est pas un vrai pondichérien. Je me pose des questions. Deux petites questions avec un lien sur les castes. Est-ce que la notion des castes aurait pu orienter les citoyens au moment du renoncement? Et l'autre question, les responsabilités des franco-pondichéryens dans la déconstruction du castéisme. Je pense que ça serait plus une question pour Arundhati, sauf si vous avez un avis. Oui, en fait, la caste ne peut pas être écartée de cette décision parce que qui sont les gens qui ont opté pour devenir renonçants? Il y avait des castes supérieures parce que c'est une demande qui vient d'un groupe qui veut des castes supérieures et qui argumente leur cause et qui veut profiter de tous les aspects du Code civil français. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont des castes inférieures, qui voient dans l'acquisition de la citoyenneté française une manière d'échapper un peu des stigmates qui leur imposent leur propre société. Et qu'en optant, par exemple, pour des noms complètement hors leur tradition, ils vont retenir aucun lien avec leurs origines. Et donc, c'est une voie à la mobilité sociale, à l'ascension professionnelle, au débouché professionnel qui s'ouvre devant eux. Donc, c'est très intéressant pour des castes inférieures. Pour des castes supérieures, c'est une manière de
poursuivre un peu peut-être leur volonté d'acquérir cette culture, une mobilité sociale et professionnelle dans un système colonial. Et il ne faut pas oublier qu'être renonçant leur ouvre les métiers dans l'Empire français. Il y a beaucoup de gens, Béatrice en a parlé, qui partent pour l'Indochine. Et en fait, c'est à l'opposé de colonisation britannique, la France envoie des sujets colonisés servir dans ces structures d'administration dans d'autres colonies. Et surtout après, dans la deuxième moitié, après 1881, la demande en Indochine est très forte pour des administrateurs, pour des fonctionnaires, et tout ce monde peut en profiter. Merci Arundhati. Une autre question, alors c'est une question qui porte un peu sur une expérience de racisme qu'auraient pu subir les personnes de la diaspora franco-pondichéριenne. Est-ce que vous avez une expérience significative sur ce sujet? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre cette question-là? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est... voilà. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Puisque personne ne va en parler, moi, je veux juste dire quelques mots. Bien sûr, comme tout le monde, comme toutes les personnes qui habitent en France, bien sûr, du fait qu'on a la peau foncée, la peau brune, on subit une forme de racisme. Et ce qui nous renvoie un peu à notre image, à notre identité, qu'on essaie de se forger entre cette double culture qu'on essaie de dire pourquoi moi je suis français, on est français depuis 1881, et comment ça se fait que je suis là maintenant à justifier par rapport à un Français de couleur blanche, et pourquoi je suis là à me justifier. Et tout le monde a ce forme de racisme. On ne peut pas nier, mais on ne peut pas le dire. C'est encore un sujet tabou dans cette communauté où personne ne veut dire non, je subis un racisme, parce que le racisme est toujours subi envers les Noirs, envers les Arabes, envers les jaunes, mais nous, les Franco-Pondichéриens, on ne se considère pas comme étant avoir affaire à ce racisme. Mais il faut se l'avouer, il est temps de dire que nous aussi, on subit ce racisme. Alors, je veux bien ajouter ce que dit Harry, et je remercie l'auditeur ou l'auditrice qui a évoqué cet aspect du racisme. En fait, des gens que nous avons interviewés ont partagé ces réactions un petit peu ambiguës, un peu mal à l'aise à leur apparence. En entendant le nom, il y a une certaine image qui se crée. Et par exemple, un de nos interviewés nous a raconté qu'il s'appelle le Blanc. Et il avait un entretien téléphonique avec quelqu'un. Et quand il arrive, il est traité comme une sorte de personne. Qu'est-ce que vous faites ici? Et il dit, mais c'est moi qui vous avez parlé avec moi au téléphone. Donc, le nom évoque une certaine image, et puis l'apparence provoque une autre réaction. Et beaucoup de gens ont constaté cela, et c'est une fête. Je pense que ça nous fait poser la question de l'importance de la couleur de peau dans la société actuelle. Et il faut confronter cette question. Merci Arundhati. Nathalie? Moi, je voulais juste rajouter dans le sens de Harry et Arundhati, c'est vrai que j'ai jamais eu affaire à du racisme directement, frontal, mais j'en parle dans mon dernier livre, Devenir sa propre médecine. Par contre, j'ai observé en m'analysant que j'ai toujours eu un comportement où j'évite d'être différente. J'essaie vraiment de m'adapter, en tout cas quand j'étais étudiante en médecine et ensuite médecin et médecin militaire, je faisais en sorte que rien ne dépasse pour pas justement on me pointe du doigt que je suis d'origine étrangère. Et à force de se suradapter, à un moment donné, je me suis dit non mais c'est pas normal de voir
toujours essayer de rentrer dans le moule. Et c'est là où j'invite justement à décoloniser nos imaginaires et même notre manière d'avoir un rapport à notre corps qui est très formaté, j'ai envie de dire, selon des livres d'anatomie où c'est des personnes blanches. Et en fait, on a perdu notre connexion à la couleur de notre peau. Donc, je pense qu'il y a un peu de boulot à faire de ce côté-là, mais en même temps, c'est peut-être ça aussi la magie, c'est qu'on est beaucoup à prendre conscience qu'il y a besoin de sortir un peu de ces schémas colonisants. Merci Nathalie. Une autre petite question, je pense qu'on pourrait faire même un petit tour de table. Alors, certains d'entre nous lisent et parlent le tamoul. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour ceux qui ne lisent pas ou qui ne parlent pas le tamoul, est-ce que c'est un regret? Comment vous le vivez? Et pour ceux qui le lisent et le parlent, est-ce que ça constitue un enrichissement dans votre vie de tous les jours? Voilà. Renaud? Alors, je voudrais répondre à cette question parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Malheureusement, je ne lis pas le tamoul. Je le comprends et c'est un peu une déception pour moi de pas pouvoir. Enfin, j'en veux un peu à mes parents de ne pas avoir appris le tamoul, mais ça reste quand même un objectif pour moi de pouvoir retransmettre justement cette culture tamoul et créole à mon fils. Donc, forcément, moi, ça me met un peu dans une situation où j'ai jamais aimé l'école. C'est pour ça que j'ai fait de la cuisine. Et aujourd'hui, je suis en plein réapprentissage du tamoul. Donc, moi, personnellement, ça me touche énormément de ne pas pouvoir à apprendre le tamoul plus jeune. Alain? Oui, alors moi aussi, comme je le disais, mes parents m'ont jamais parlé en tamoul. Donc, je l'ai appris par moi-même et effectivement, je le regrette qu'ils ne m'en aient pas, pas parlé un petit peu, habitué mon oreille au tamoul. Mais je l'ai appris en allant en vacances, en parlant avec mes cousins, en regardant des films. Donc, je le parle, mais je ne le lis pas. Et on parlait tout à l'heure de quel est le regard, enfin, comment on se sent à Pondichéry. Eh bien, effectivement, à cause de ça, on n'est pas du tout considéré. Je ne sais pas qui le disait, que c'était toi, Nathalie. Donc, moi, quand je vais à Pondichéry, on me repère tout de suite, hein, que je ne suis pas d'ici. Et ça, c'est un petit peu un frein, quoi. Je le regrette et ouais, c'est une forme de discrimination, finalement. Donc, finalement, je ne me sens pas non plus chez moi à Pondichéry à cause de ça. Merci Alain. Nathalie? Alors, moi, j'ai eu la chance mes parents, c'est intéressant, à la maison, on parlait français et tamil. Mes parents parlaient tamil quand c'était émotionnel, les conversations. Du coup, avec ma sœur, on avait l'habitude d'entendre le tamoul. Et en arrivant à Pondichéry, donc au lycée français, j'ai pris des cours pendant 2 ans, donc j'ai appris à lire et à écrire. Et je suis vraiment contente d'avoir fait cet effort. Donc, je continue à lire, même si ça prend des heures, hein. Et puis, et c'est une langue qui me porte vraiment. Donc, dans mon spectacle, il y a un petit extrait d'une chanson tamile que j'écoutais de Prabhudeva quand je révisais le brevet. Et donc, j'en parle aussi. Merci beaucoup. Alvin? Alors, moi, je suis comme mes collègues, je comprends très bien le tamoul, parce que j'ai été biberonné au film de Rajnikanth et autres films du Sud. Donc, je comprends très bien et impossible de dire un mot. Sauf les insultes, hein, comme tout le monde. Mais je vais laisser ma fille avec ma maman qui, elle, parle bien et machin pour lui donner l'oreille. Parce que je pense que ça, c'est un truc qu'on perd avec le temps. C'est la musicalité du tamoul. Et, mais il a totalement raison, Alain, quand on est à Pondichéry, quand on ne parle pas tamoul, on est catalogué direct. Voilà. Après, c'est la spécificité de la communauté franco-pondichéryenne. C'est là que de connaître quelques insultes, ça peut aider pour l'intégration. Ou pas. Alors, moi, de mon côté, je parle le tamoul, je le comprends et je rejoins Renaud et Alain quand vous disiez que c'est parfois un regret de ne pas savoir lire et écrire. Donc, ce qui est mon cas, je ne sais pas lire et écrire. Et je suis repérée à Pondichéry parce que je pense que quand je parle le tamoul, je dois avoir un petit accent
français ou un accent qui n'est pas assez local pour les autres Pondicériens. Et je pense qu'il y a un loupé dans ma famille parce que ma sœur sait lire et écrire parce qu'elle a appris avec ma mère. Elle n'est pas repérée par les autres Pondicériens quand elle parle tamoul et ça en est de même pour mon frère. Donc je suis l'intrus de ma famille. Je suis la seule à ne pas savoir lire et écrire et c'est un grand regret parce que je suis admirative des gens qui ont su apprendre à lire et écrire parce que c'est pas une langue facile et ça montre vraiment la volonté, la rigueur et plein de choses. Mais je me dis que j'ai encore tout le temps devant moi pour apprendre et je pense que ça sera une de mes prochaines résolutions d'apprendre avec mes parents à lire et à écrire ou prendre un prof pour apprendre à lire et écrire. Et comme ça, je rejoindrai le club très privilégié des personnes sachant lire et écrire. Ouais, vous savez quoi, tous ensemble? Moi, j'ai toujours dit qu'il y a une malédiction d'être franco-tamoul. Vous savez, c'est pourquoi? Parce que le français et le tamoul sont deux cultures qui sont forgées dans un chauvinisme linguistique. Donc, vous voyez, moi, j'ai souffert de ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Moi, j'ai souffert avec ça, donc j'aimerais bien être à votre place. Mais merci beaucoup. Alors, on n'a toujours pas de nouvelles de notre invité surprise. Alors, de ce que j'ai compris, notre invité surprise fait un tour du monde pour une cause très, très noble. Et il voulait nous faire un petit coucou, mais malheureusement, je crois qu'il n'a pas d'électricité là où il est. Donc, ça sera pour une autre fois, à l'occasion d'un autre webinaire. Voilà, il s'agissait. Vous pourrez déjà montrer ce que. Ouais, c'est Satya Oblet. Voilà, il s'agissait de Satya Oblet qui fait un tour du monde pour une cause très noble, une opération qui s'appelle l'Odyssée de l'eau. Voilà. Peut-être que Sylvain, tu es toujours là? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, s'il te plaît? Je ne sais pas si je vais réussir à résumer assez bien l'objet de ce tour du monde, mais effectivement, l'Odyssée de l'eau est une opération où Satya a décidé de faire un tour du monde en moto. Et donc, il a un itinéraire qui va le mener jusqu'en Inde et au Bangladesh. Et avec pour mission un peu de parler de toutes les problématiques de l'eau, que ce soit l'eau des océans, des rivières. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Malheureusement, je n'en parlerai pas aussi bien que lui, mais on le soutient évidemment dans cette cause. Alors, il y a un lien YouTube où vous pouvez aller voir. Donc, merci à Satya et bon courage. Et merci à tous les auditeurs, merci à vous, les invités, d'avoir participé à enrichir notre connaissance sur la diaspora franco-pondichéριenne. Merci infiniment. Merci à Forum France-Inde et notamment à Ranjit et Jean-Louis pour sa grande patience. Et le prochain webinaire, ça sera fin juin, ça sera sur Bollywood. Donc, le prochain webinaire organisé par les forums France-Inde. Et nous avons passé un très beau moment. Merci encore à nos invités. Et merci à tous. Merci à tous. Merci, comme dit. C'était vraiment sympa d'avoir co-animé ça avec toi. C'est super. Merci beaucoup. Merci, Harry. Merci à tous. Merci, Sylvain, Ranjit et merci, Jean-Louis. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Merci. À bientôt.